Bonjour à tous, alors aujourd'hui je m'adresse au ES, donc exercice 1, bac Amérique du Nord 2018, petit QCM, donc 4 questions diverses sur les fonctions, puis en premier une question sur la loi binomiale, ça fait toujours du bien de réviser ce genre de petits trucs avant le bac. Donc on est parti, comme d'habitude en ce moment en ES, pas de justification, donc voilà, vous pouvez répondre au hasard si vous voulez, avec un peu de chance ça peut passer. Bon, là, on est là pour optimiser les chances. Donc, un pépiniériste cultive des bulbes de fleurs. Donc, la probabilité qu'un bulbe germe, hein, c'est de 0,85. Et ensuite, on prend 20 bulbes au hasard. Donc là, on commence à voir une loi binomiale arriver. La production est assez grande, comme d'habitude, pour que l'on puisse assimiler ce prélèvement à un tirage avec remise. Donc, cette phrase-là, elle est importante parce que ça garantit l'indépendance, c'est-à-dire on répète de façon identique à chaque fois, hein, le prélèvement d'un bulbe. Donc on va le faire 20 fois. Hein, donc on va rédiger ça proprement. Alors on répète donc 20 fois de façon indépendante. Entre parenthèses, vous mettez sans remise. Alors je rédige, hein, vous n'aviez pas rédigé, mais voilà, si vous aviez à rédiger, donc le prélèvement d'un bulbe, voilà, ce prélèvement c'est une expérience aléatoire, donc au hasard, à deux issues, germer ou pas germer. La probabilité de germer, ici c'est indiqué, c'est 0,85. Donc la probabilité de ne pas germer, c'est 0,15. D'accord. Ensuite, on doit créer une variable aléatoire. X, c'est le nombre de bulbes germés sur les 15. D'accord. Eh bien, on sait que X va suivre, petit symbole avec une flèche, la loi binomiale de paramètres. Alors ici, il y a deux paramètres, n et p. N, c'est le nombre de fois vous allez répéter. Donc ici, c'est 20. Et ensuite, c'est la probabilité du succès. Ici, on compte le nombre de bulbes germés. Donc, le succès, c'est G. Donc, c'est 0,85. Voilà. Donc là, on va pouvoir maintenant traduire ça avec des probabilités. On veut quoi, hein? Alors, on vous donne ici la probabilité qu'au maximum 15 ou au minimum. Donc, on va regarder un petit peu. Déjà, probabilité qu'au maximum 15. Et ensuite, on fera aussi au minimum. Voilà. Donc, la probabilité qu'au maximum. Probabilité de au maximum 15. Comment on traduit ça? Au max 15, ça veut dire que vous n'avez pas 16 ni 17, vous avez moins de 15 ou 15. Donc ça, c'est la probabilité que x soit inférieur ou égal à 15. On la calculera à la machine. Et ensuite, on fera aussi probabilité de au minimum 15. Alors attention, au max 15 et au minimum 15, ce ne sont pas des événements contraires. Parce qu'au minimum 15, c'est 15, 16, 17, 18, 19 ou 20, c'est la probabilité que x soit supérieur ou égal à 15. Vous voyez que 15 est dans les deux. Donc ce ne sont pas des événements contraires. Ça, faites bien attention, ça peut être un piège. Donc on prend maintenant la calculatrice. Je vais faire avec les deux modèles. Bon, ça, Casio, modèle classique. Bon, vous avez certainement le modèle bleu et blanc, H-Trumpf. Ici, on va donc dans Stat, voilà, distribution, binomial. Et là, vous en avez deux. Donc le premier fait P de x égale. Le deuxième, c'est des cumulés P de x inférieur ou égal. Donc avec ça, on peut faire inférieur ou égal à 15. Donc je vais dessus, j'indique que je suis dans une variable aléatoire. Voilà. En général, vous l'avez déjà écrit. X, ici, je mets 15. Nombre d'essais, 20. Probabilité du succès, 0,85. Voilà. Donc là, je viens de calculer, c'est important, P de x inférieur ou égal à 15. Et je trouve 0,17. Alors, ici, garde 3 chiffres à pas virgule, donc 0,170. J'écris donc à peu près 0,170. Voilà. On regarde déjà si l'une des propositions nous va. Alors, ici, donc, qu'est-ce qu'on a? Probabilité qu'au maximum 15 germes, c'est proche de ça. Non, pas du tout. Au maximum, proche de ça, c'est faux. Alors attention, certains vont se tromper ici parce qu'ils vont prendre le contraire de 0,17 qui est 0,83. Donc ça, c'est certainement un gros piège. Et maintenant, on va calculer avec la calculatrice probabilité d'au minimum. Alors le problème, vous avez bien compris, c'est que la machine fait inférieur ou égal à 15. Donc on doit traduire ici en utilisant le contraire de supérieur ou égal à 15. Alors pour vous montrer le contraire, ici je vais écrire toutes les valeurs que peut prendre x. Si x est plus grand que 15, x est entre 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Voilà. Le contraire de ça, c'est-à-dire que si x n'est pas dans cette liste, où il est? Eh bien, si x n'est pas dans cette liste, il est inférieur ou égal à quoi? Attention, ce n'est pas 15, vous voyez. Ça sera inférieur ou égal à 14, parce que si vous n'êtes pas dans cette liste, vous êtes donc dans la liste de 0 jusqu'à 14. Donc avec la machine, j'ai besoin de x inférieur ou égal à 14. Ça me fait penser que je n'ai pas fait avec l'atexage, donc je vais le faire tout de suite, hein, après ça. Donc là, juste pour 14, à la place de 15, ici, vous mettez 14. Voilà, vous validez 0,0. Ici, 67. Il faut faire le contraire.
Donc on va faire après 1 moins 0,067. Donc je le fais tout de suite. Je sors d'ici. Voilà. 1 moins 0,067. Et on trouve 0,933. C'est la dernière réponse. C'est une belle question piège, ça. Voilà donc un modèle de Texas. Alors vous n'avez peut-être pas forcément le même, mais ça fonctionne pareil. Vous avez seconde distribution ici. Vous descendez, vous allez jusqu'à binomial. Alors elles sont un peu loin. D'accord. Ici, vous allez sur binomial frep. C'est la fonction de répartition. Elle fait inférieur ou égal aussi. Hein, comme pour les Casio. Donc vous validez. Nombre d'essais 20. Probabilité de x, donc 0,85. Vous mettez par exemple ici 15 comme tout à l'heure. Je vais vous montrer. Pour 15, voilà, on valide. On rappuie 2 fois. Et on a un résultat tout à l'heure qui n'était pas bon, le 0,170. Donc voilà, après vous faites pareil pour inférieur ou égal à 14, puis voilà. Question 2. Alors cette question, c'est une question de calcul d'air. On a une courbe ici, la courbe de la fonction f. Vérifiez bien que c'est f et pas sa dérivée, donc c'est bien f. Ouais, et on vous propose un encadrement, plusieurs encadrements d'intégrales et aussi des calculs. Alors, il faut savoir que ici déjà, première remarque, f est positif. F étant une fonction positive, pardon. Eh bien, si vous voulez l'air qui est sous le domaine, alors l'air, donc elle va commencer en 0, voilà. Alors ici, on vous parle de l'intégrale de 2 à 4. Donc ici, on part donc de l'intervalle 2, 4. Qu'est-ce qui se passe sur cet intervalle? La fonction f est positive sur l'intervalle 2, 4. Donc vous avez l'intégrale qui correspond à l'aire d'un domaine. Ce domaine, c'est le domaine compris entre cette verticale ici, voilà, cette verticale, voilà, et vous pouvez assurer. C'est-à-dire que tout ce qu'il y a donc ici, ça va correspondre à l'intégrale de la fonction f de 2 à 4. D'accord? Alors cette aire-là, je vais l'appeler A. D'accord? Toujours dans un souci de rédiger un peu. Ici, comme f est positive, l'aire, ici, c'est l'intégrale de 2 à 4 de f de x, dx. Tout ça en unité d'air. Ici, une unité d'air, qu'est-ce que c'est? On a l'unité horizontale qui est 1. Voilà, l'unité verticale 1. Donc, unité d'air, c'est un carré du dessin. Ça, ouais, ça c'est une unité d'air. Donc, on peut comme ça regarder combien à peu près on a d'unités d'air sous la courbe entre 2 et 4. Donc, on va compter 1 carreau, 2 carreaux, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, on est à 9, presque 9 ici. Donc, je vais avec ce petit bond à 9, donc on a 9, un petit peu moins de 9,5. Donc ça veut dire que graphiquement l'air est à peu près égal à 9, on va dire 4. Voilà. On a un peu moins que 9,5. Alors on regarde ce qu'on nous propose. Qu'est-ce qu'on vous propose? D'abord, première proposition, eh bien, l'air est entre 8 et 9, pas du tout. On sait que c'est plus que 9 parce qu'on a plus de 9 carreaux, donc vous pouvez rayer. 9 et 10, ça c'est bon. Donc déjà la réponse B, elle est correcte, donc on va l'entourer. Donc ça, on sait que c'est juste. Oui. Alors après, pourquoi les autres seraient fausses? Tout d'abord, l'intégrale de 2 à 4 de f de x dx, est-ce qu'elle peut valoir f de 4 moins f de 2? Déjà, la formule serait mauvaise. Hein, il faudrait... Mais regardez, f de 4, ça vaut combien? Ça vaut 5. Alors, on va regarder. f de 4 vaut 5. f de 2 vaut 4. Donc la différence des deux vaut 1. D'accord? F de 4 moins f de 2 vaut 1. Ça pourrait par hasard donner la même chose. Hein. Ici, ça évidemment, vous voyez, c'est différent de 1. Donc ça, vous pouvez... Donc on élimine cette proposition. Ça pourrait être un piège, hein, juste. L'intégrale pourrait très même par hasard être égale à la soustraction de f de 4 moins f de 2. Hein, la vraie formule, c'est que pour calculer une intégrale, il faut une primitive. Donc ça serait primitive de f en 4 moins la primitive en 2. Ça serait pas pareil. Et là, on vous propose l'intégrale égale à 9. Ça pourrait aussi tomber juste. Mais on voit bien qu'on a plus que 9. D'accord? Donc ici, vous pouvez rayer, on voit qu'on a 9,4. Donc réponse B, hein, voilà. Troisième question, on considère la fonction définie par g de x égale ln de x, et on vous demande une primitive. Alors, primitive de ln, ça veut dire qu'ici, il faut trouver une fonction qu'on appelle grand G, hein, grand G de x, telle que, donc il faut trouver une expression, hein, telle que, eh bien, si vous la dérivez, cette expression, cette fonction, eh bien, vous tomberez sur petit g de x. Alors, première chose, déjà, la réponse D, c'est faux. Hein, ça, c'est un piège. Hein. 1 sur x n'est pas la primitive, n'est pas une primitive de
ln, c'est la dérivée. Donc ça, c'est faux. Si vous dérivez ln, vous aurez effectivement la fonction inverse. Alors maintenant, plusieurs façons de faire. Vous pouvez la connaître parce qu'on la rencontre souvent, ou alors être obligé de la redériver. Alors on redérive rapidement, finalement tout le monde, là on va dériver la première. Donc si je dérive ln de x, comme ça, qu'est-ce que ça va donner? Dérivée de ln, je viens de le dire, c'est 1 sur x. Donc c'est pas possible ici. Ln de x n'est pas une primitive de ln de x. Donc ça déjà, on peut rayer. On dérive maintenant la b. De toute façon, b et c à dériver, c'est presque pareil. Donc comment dérive-t-on x ln de x? Alors déjà, vous devez bien comprendre que c'est une multiplication entre x et ln de x. Pour dériver, c'est un produit. Donc je vais prendre u de x égale x, v de x égale ln de x, et je vais utiliser la formule donc de dérivation d'un produit, u'v plus uv'. Alors, u' de x, dérivée de x, c'est 1. Dérivée de ln, on l'a déjà dit 3 fois, ça fait 1 sur x. Donc, ma dérivée, elle va être quoi? u'v, donc une fois ln de x, plus uv', donc x fois 1 sur x. Alors, une fois ln, ça donne ln de x, voilà. X fois 1 sur x, eh bien, vous pouvez simplifier les x entre eux, ça fait x sur x, ça fait 1. Ça, c'est important quand on fait x fois 1 sur x. Quand on simplifie comme ça, pour x différent de 0, ça fait des 1, vous voyez. Donc, ici, il ne reste que 1. Ça fait ln de x plus 1, ça ne va pas. On ne devrait pas avoir le plus 1. Donc, on va rayer celle-là. Il ne vous reste qu'une qui est bonne, c'est celle-là. Et effectivement, si vous dérivez ça, vous avez toute la partie xn de x qui va donner ce qu'on vient de trouver, ln de x plus 1. Et vous avez ce moins x ici, qui en dérivant donne un moins 1, qui va annuler le plus 1. Là, vous voyez. Conséquence, la bonne réponse, c'est la C. Quatrième, l'ensemble des solutions de l'inéquation ln de x strictement positif et. On vous propose 4 choses. Alors, plusieurs façons de faire. D'abord, le cours. Si vous connaissez la fonction ln, vous connaissez sa courbe. Ça, c'est très important. La courbe de la fonction ln, elle est comme ceci. Déjà, vous n'avez rien à gauche, puisque ln est définie sur 0 plus l'infini. D'accord? C'est une courbe qui est croissante. Et vous savez que le logarithme, ln de 1, égale 0. Donc, le logarithme ne s'annule qu'en 1. C'est une fonction croissante, donc ça fait comme ceci. Voilà. Donc, vous voyez ici que si on fait faire un tableau de signes, pour x plus grand que 1, eh bien, on a le ln qui est positif. Et si x est entre 0 et 1, le logarithme est négatif. Donc, nous, ici, on vous demande de résoudre ln de x positif. Vous voyez, alors j'ai mis ainsi, mais c'est une équivalence. Si x est plus grand que 1, ln est positif et la réciproque est vraie. Donc ici, c'est une équivalence. Donc ln positif, les solutions, c'est x plus grand que 1. Donc cet intervalle, c'est lequel? Eh bien, c'est celui-ci. D'accord? 1 ouvert en 1 plus l'infini, c'est bon. Alors, pourquoi les autres sont faux? Bon, le b est faux parce que 0, 1, c'est les solutions de ln de x négatif. D'accord? Ensuite, e plus l'infini. Alors en e, vous devez savoir que e, son logarithme, ici, c'est 1. Ln de e vaut 1. Donc, e plus l'infini, c'est donc les abscisses des points qui sont après ici. Ça veut dire que ici, c'est les solutions de quelle équation? C'est les solutions de l'équation ln de x plus grand que 1. D'accord? Pour le dernier, ça c'est tout simplement l'ensemble de définitions. Le domaine du logarithme, c'est r plus étoile. Alors, il y a une autre façon de résoudre. Vous avez du ln, vous avez vu la fonction exponentielle. L'exponentielle est strictement croissante, donc on peut ici passer à l'exponentielle. Donc on aurait exponentielle de ln de x strictement supérieure à exponentielle 0. Donc ici, exponentielle de ln, vous savez, ça fait x. Ça fait x plus grand que exponentielle 0, donc x plus grand que 1. Voilà une autre façon de retrouver ça si vous avez oublié votre cours et que vous connaissez bien la fonction exponentielle. Donc réponse C, cet exercice est terminé. Voilà, je vous souhaite bon courage dans toutes vos révisions. En tout cas, tenez bon, ça arrive.